Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un peu plus posée ce soir. Vous allez voir, on va aborder vraiment le sujet, qu'est-ce que le detailing, donc le métier de detailer. Pour ça, en plus de ça, je vous ai fait venir un invité un peu spécial, vraiment un très bon connaisseur, quelqu'un avec qui je m'entends super bien et je pense qu'il sera là pour répondre vraiment aux moindres questions qu'on peut se poser dans le domaine. Bon les amis, c'est le moment d'accueillir notre invité. Il s'agit de Romaric de Fresh Detail School. Alors, surtout certains qui nous suivent sur YouTube le connaissent déjà. Pour d'autres vont le découvrir ce soir. Salut Romaric, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi, t'as la forme? Très bien, très bien. Alors, bon, sympa d'avoir accepté de tourner cette petite vidéo avec moi. C'est vrai que ça fait un moment qu'on entend pas mal de choses. Enfin, un moment, sur les réseaux, on entend beaucoup de choses sur le detailing, notamment sur YouTube. On va pas, voilà, rentrer dans les détails, mais ça me tenait vraiment à cœur de rentrer sur le sujet principal. Le detailing, c'est quoi? À quoi ça sert? À quoi sert un detailer, d'accord? Et surtout aborder peut-être des termes pour pas que les gens confondent tout. Donc déjà, je vais te laisser tout simplement te présenter. Bah écoute, déjà merci à toi, c'est un plaisir d'être invité sur cette vidéo. Ça me fait vraiment, chaud au cœur que tu aies pensé à moi et pour me présenter rapidement, donc moi c'est Romaric, ça fait 10 ans que je suis detailer, bientôt 11, on va arriver sur la 11e année et puis, en fait, j'ai un peu, exploré le detailing sous toutes ses coutures, de A à Z et surtout en tant que professionnel, en tant qu'amateur également et puis, j'ai lancé certaines choses depuis quelques années, notamment, ma chaîne YouTube, sur laquelle je suis un petit peu moins actif en ce moment, parce que c'est devenu un peu chronophage. J'ai publié, à peu près 80 à 90 vidéos et puis là, je me suis lancé sur un projet d'aider les détailers professionnels et puis ceux qui veulent se lancer dans le nettoyage auto, pour lancer leur business correctement et puis répondre à certaines problématiques qu'on peut rencontrer dans ce métier, qui est notamment, trouver des clients et vendre, ses prestations au bon prix pour pouvoir en vivre en fait, tout simplement. Ok, donc ouais, donc voilà, c'est sûr que moi, j'ai quand même pas mal de contacts maintenant au niveau de Detailer Pro, mais j'avais vraiment pensé à toi et voilà, c'est pour ça que j'étais venu vers toi pour faire cette proposition. Alors, tout simplement, déjà, on va faire une question très simple. Je pense que tu vas être vraiment la personne idéale pour répondre à cette question. Le detailing, c'est quoi et à quoi sert un detailer? Alors, le detailing, déjà, pour savoir ce que c'est, faut remonter en fait dans les années 70-80, quand les voitures sportives en fait ont commencé à apparaître et notamment être commercialisées au grand public. Il y a des gens qui ont commencé à vouloir les chouchouter. Avec diverses techniques qui étaient assez archaïques avant. Puis ensuite, avec les années, enfin, je dirais plutôt les dizaines d'années, ça s'est amélioré. Et puis, le detailing tel qu'on le connaît, clairement, il, il est en place depuis à peine peut-être 10-15 ans. Donc le detailing, c'est quoi? Le detailing tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quoi? Ça va être en fait l'art d'embellir un véhicule avec des méthodes uniquement de nettoyage. Parce qu'il y a plusieurs techniques pour embellir un véhicule. Il peut y avoir la carrosserie, la peinture, le tuning, ce genre de choses. Mais là, ça va être vraiment uniquement avec des techniques de nettoyage. Et à quoi sert un detailer? En fait, les detailers professionnels aujourd'hui vont servir justement à aller vraiment dans les détails et faire ça de manière professionnelle et non pas de manière amateur. Après, le sujet du detailing, il est assez vaste parce qu'il y a plusieurs types de detailers, les amateurs, les professionnels, et c'est totalement différent parce que les objectifs sont absolument pas les mêmes. Ouais, quand tu veux dire que les objectifs sont pas les mêmes, faut pas oublier qu'un detailer professionnel, à la fin, faut quand même qu'il en vive aussi. Donc, contrairement à un amateur qui va se faire plaisir, il va passer peut-être plus de temps sur des choses parce que voilà, il est pas pressé. Vous, les professionnels, enfin nous, les professionnels en soi, tous ceux qui font du detailing, on a quand même à la fin un timing à respecter, un résultat à obtenir dans un timing parce qu'à la fin, faut qu'on gagne de l'argent quand même. Tout à fait. Et puis,
Surtout, il va falloir pouvoir le déterminer avant la prestation, le timing. Donc, ça va vraiment être un travail, une gymnastique mentale d'arriver à savoir combien de temps ça va prendre, en fait. Donc, il va falloir vraiment connaître les véhicules, les différents types de vernis. Et ça, on peut faire autant de formations qu'on veut. Ça s'apprend pas comme ça. C'est vraiment l'expérience qui va faire la différence. Et c'est ce qui va permettre justement qu'on va en vivre. Parce que quand on pense qu'on va passer 5 heures sur un véhicule, 10 heures sur un véhicule, et que finalement on en passe le triple ou le quadruple, bah forcément derrière on n'est pas rentable. Donc c'est aussi ça la différence avec un détaileur professionnel et puis du coup un détaileur amateur. Il y a un peu cette gymnastique mentale là qu'ont pas les amateurs. Et puis également les connaissances, bien entendu, hein, quand on fait à peu près 50 véhicules par année, en detailing, je parle, hein, pas en nettoyage, et ben, il y a certaines choses qu'on connaît, certains problèmes qu'on a forcément eu et qu'on n'a plus, contrairement à un detailer amateur. Maintenant, au niveau du résultat, il y a des amateurs qui arrivent à avoir des résultats plus jolis que certains professionnels. Donc, bon. Bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses hein, à prendre en son contexte. Alors, tu parlais de l'expérience dans le detailing qui te permet également de gagner du temps hein, sur tes prestations, par exemple, contrairement à un amateur qui voilà va rester sur peut-être des techniques traditionnelles parce qu'il a l'habitude de faire comme ça et il n'a pas vu d'autres exemples qui va le permettre d'avancer un peu plus vite la prochaine fois. Tu parles d'apprendre à connaître les vernis. Donc là, on va rentrer dans le polissage en soi. Déjà, pour tous ceux qui vont écouter la vidéo ce soir, une question qui revient souvent, est-ce que tu peux donner la définition exacte de qu'est-ce qu'un polissage et qu'est-ce qu'un lustrage? Parce qu'en France, faut pas oublier, alors tu vas me corriger si je me trompe, mais c'est vrai que en France, en gros, le lustrage, c'est un polissage. Voilà, pour beaucoup de personnes, même en soi, un carrossier peintre utilise très peu le terme polissage. Il va plus utiliser un terme de lustrage. Donc toi, en termes de detailer, est-ce que tu peux éclaircir ces deux termes? Bah, écoute, bien sûr, en fait, c'est assez simple à les différencier parce que, quand on regarde dans le dictionnaire, en fait, l'étape de lustrer quelque chose, ça va être juste de le frotter, finalement avec un chiffon, de le frotter et du coup de faire, briller, hein. Quand on lustre, par exemple, quelque chose en cuivre, avec des produits. Et ça va vraiment être en fait prendre un chiffon et puis faire briller la surface avec un produit, que ce soit des divers produits pour lustrer le cuivre ou alors pour la carrosserie, tout simplement. Dans polissage, il y a poli et donc polir. Et le polissage en lui-même, quand on regarde dans le dictionnaire ce que c'est polir, ça va être effectivement de réduire la matière, d'enlever de la matière afin d'arriver sur une couche de matière qui va être plus neuve en fait. Voilà, donc c'est pour ça que c'est deux choses différentes. Après, si on veut rentrer un petit peu plus dans les détails, je parlais tout à l'heure du commencement du detailing en fait dans le monde. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand ils voulaient justement lustrer entre guillemets ou polir leur véhicule, les abrasifs étaient très très épais. Ils n'avaient pas les technologies qu'on a en fait à notre époque. Et en fait, on se retrouvait avec un souci, c'est qu'on créait des défauts en voulant justement polir la surface. Et pour avoir une finition impeccable et enlever ces défauts, eh ben, on appliquait un lustreur qui était surtout remplisseur. Et en plus, les polissages étaient faits avec des machines rotatives qui ont tendance à laisser des défauts quand elles sont mal utilisées ou avec des abrasifs trop gros. Donc du coup, on avait justement cette habitude d'avoir une finition avec un produit qui était gras et qui remplissait. Et avec le temps, surtout dans les années 2000, il y a les polisseuses orbitales qui sont arrivées, qui ont commencé à être utilisées, et puis également des polishes avec des abrasifs beaucoup plus fins, et on a pu obtenir des finitions à l'abrasif, et donc sans remplir les défauts, et rester justement dans l'étape de polissage, et avoir des résultats qui ne partaient pas avec le temps. Parce que forcément, quand on met des produits gras sur des défauts, au bout d'un moment, ça s'en va. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait. Il fallait le refaire souvent
Fallait également nourrir les peintures parce qu'on avait des brillants directs et puis ça ternissait avec le temps. Donc plus on mettait de produits gras dessus et plus elles étaient protégées et moins elles vieillissaient et moins elles ternissaient. Donc voilà la différence de façon pointue entre les deux. Voilà. Et le lustrage, on est d'accord, on reste sur, quand on parle, donc, comme tu disais, hein, sur des brillants directs, donc sur des véhicules assez anciens, on venait aussi rapporter des huiles à la peinture, hein, pour la nourrir. Ouais, tout à fait. Après, ça, c'est le lustrage dans son terme exact et aujourd'hui, ça a quasiment disparu. Maintenant, ce terme, il continue d'être utilisé par certains détaillers. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'utilise pour des personnes qui veulent pas un résultat zéro défaut et qui veulent juste un petit coup de brillant sur leur voiture. On va appeler ça un lustrage rapide et ça permet d'avoir un budget qui va plutôt être maîtrisé et en même temps, ça permet d'avoir surtout de la brillance. Donc après, ça dépend des détailers, mais il y en a qui font ça avec un polish de finition, il y en a qui font ça avec des polish one step. Ça va dépendre en fait des habitudes, mais il n'y a pas tellement de règles par rapport à ça, contrairement au polissage qui lui, il est vraiment établi. Ouais, voilà, de toute façon, au final, cette base-là, c'est exactement, par exemple, moi, hein, pour mon entreprise sur laquelle je pars. C'est-à-dire que voilà, lorsque je vais utiliser le terme polissage, on va vraiment rentrer dans la grosse correction, etc. Lorsque je vais proposer un lustrage, c'est parce que la personne n'a pas forcément non plus les moyens, le budget, hein, pour partir sur une correction complète du véhicule. Lui, ce qu'il veut, c'est voilà, retrouver du claquant, du brillant, etc. Donc, on va utiliser un abrasif, comme tu dis, beaucoup plus faible, en une passe, hein, généralement, c'est comme ça. Et on va retrouver vraiment, on va corriger quand même, alors, on va dire une petite partie, hein, des défauts les plus superficiels, mais on va surtout lui apporter énormément de brillance. Ensuite, une question qui me vient à l'esprit comme ça, tout simplement, c'est est-ce que le detailer en soi vole, parce que c'est aussi des choses qu'on entend, hein. Donc je me suis un peu inspiré pour faire cette vidéo de questions que j'entends à droite à gauche sur les réseaux, sur des vidéos, que ce soit TikTok, YouTube, etc. Est-ce que les detailers, d'accord, volent le travail d'autres métiers qui existaient avant? Je pense aux carrossiers peintres, je pense quand on fait des rénovations de cuir, etc. Donc aux selliers. Est-ce que nous, on vole leur travail là-dessus? Alors, c'est un sujet qui est assez intéressant. Selon moi, oui dans un sens et non dans l'autre. Oui, pourquoi? Parce que, il y a des fois, enfin à l'époque, certains défauts, avec, l'expérience des gens dans le métier et également, les produits et les techniques, qui existaient, dans ces années-là, c'était pas possible de rattraper les défauts et du coup, on passait en peinture. Aujourd'hui, c'est vrai que, bah, pour une rayure, il y a certains détailers qui sont assez minutieux, qui vont réussir par un ponçage à retirer une rayure, ou voire même avec du spot repair, donc remettre de la peinture au fond de la rayure, ainsi que du vernis, et arriver en fait à retirer complètement la rayure. Donc dans ce sens-là, j'ai envie de dire oui, et dans l'autre sens, j'ai envie de dire non, parce que c'est également aux entrepreneurs, parce que quand on ouvre un business, que ce soit dans le detailing ou en carrosserie, et ben, c'est à ces gens-là et à ces entrepreneurs-là de, s'adapter et d'améliorer leur technique. Ils sont capables de le faire avec leur technique, de peinture et avec les types de peinture, hein. Avant les peintures étaient solvantées par exemple et aujourd'hui on est passé sur des bases à l'eau, et ils sont capables de le faire sur ce genre de produit. Je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas capables de le faire, pour s'améliorer en termes de polissage, s'améliorer en termes de technique, s'améliorer en termes de spot repair. Ils ne le font pas, donc ben, du coup, j'ai envie de dire, c'est peut-être qu'ils aiment pas ça et du coup, on leur vole pas leur boulot. Donc c'est assez compliqué comme sujet, mais moi, je serais plutôt du genre à dire non. En fait, on vole le boulot à personne. Voilà, c'est mon avis, en tout cas, sur la question. Bon, je suis un peu d'accord là-dessus aussi. Pour moi, à mon sens, par exemple, un sellier, hein, enfin, quand un client te ramène un véhicule avec une retouche sur un cuir, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça soit dans un budget modéré. Il veut, comme tu dis, hein, déjà la base, comme tu l'as dit en début de vidéo, c'est embellir et sublimer un véhicule. Donc, ben, si on peut, nous, detailers, revenir réparer, hein, une petite endroit d'un cuir déchiré, un truc comme ça, au lieu de passer chez un sellier qui, lui, de règle générale,
s'embêtera pas comme un carrossier à venir faire juste une petite retouche. Voilà, moi les carrossiers que je connais, ils me l'ont dit, pour comme tu dis, une petite rayure aussi également comme ça sur une porte. Ils vont te dire, bah non, nous on va pas venir la poncer, on va pas venir remettre de la peinture, on va pas venir le polir derrière, on va peindre le panneau de porte. Donc comme tu dis, c'est nous, je pense qu'on est complémentaires en soi de ces métiers-là. Ouais, tout à fait. Et ça peut aussi être utile à beaucoup de choses. Je vois notamment, par exemple, des véhicules anciens qui veulent conserver une peinture d'origine. Si tout de suite, dès qu'il y a des rayures, on vient à les repeindre, ça peut perdre de la valeur sur certains véhicules qui valent très cher parce qu'ils ont des peintures d'origine. Donc voilà, au niveau du cuir, c'est pareil. Quand une pièce de cuir a été changée, c'est pas forcément facile d'avoir le même grain. Et après, je connais aussi des selliers qui recolorent le cuir et qui se sont adaptés justement à la demande et aux solutions qu'on proposait. Donc voilà, mais c'est pareil dans tous les corps de métier. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. J'ai une entreprise qui m'a contacté vraiment vraiment par un grand hasard. Une entreprise de bâtiment qui pose du marbre dans des villas et des hôtels de luxe. Et il se trouve qu'au niveau des services d'entretien, eh ben, les produits utilisés sont très très agressifs et ont tendance à faire ternir le marbre. Et c'est vrai qu'avant, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils le faisaient changer. Et aujourd'hui, ben, en fait, il y a moyen de le polir, le marbre. Donc, faut aussi savoir s'adapter dans son métier. Et il se trouve qu'il a contacté d'autres personnes qui sont dans le marbre et qui lui ont dit non, non, faut changer, c'est pas possible à ravoir. Et quand il m'a donné un morceau de marbre, eh ben, j'ai sorti ma rotative, j'ai sorti mon woolpad, j'ai pris un polish très abrasif et j'ai réussi à ravoir le marbre. Donc, je pense qu'il y a aussi, quand on se fait voler son boulot, entre guillemets, il y a aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que aussi on a su s'adapter? Est-ce qu'on a trouvé des techniques? Est-ce qu'on est allé se renseigner? Est-ce qu'on a osé essayer aussi, osé prendre des risques? Donc voilà, j'ai envie de dire, quand on perd sa place ou quand on perd du travail, c'est jamais anodin. C'est parce qu'il y a un moment, on n'a pas su s'adapter, on n'a pas su prendre des risques, peut-être qu'on n'a pas envie non plus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des carrossiers le disent, hein, ils sont blindés de boulot, ils ont du mal à trouver du personnel. Donc finalement, le boulot n'est pas volé. Je pense que ça leur rend service. Et d'ailleurs, on travaille en étroite collaboration très, très régulièrement avec des carrossiers et ils sont très contents quand on leur amène justement du boulot parce que nous, on peut rien faire. Entièrement d'accord. Ouais, c'est vrai que là-dessus, moi c'est pareil. J'ai deux trois collègues hein, qui sont carrossiers peintres. Voilà, il y a des éléments. Bon, ben quand c'est par exemple trop grave, trop truc, il n'y a pas le choix. Là, on est obligé de partir sur une peinture. Donc du coup, on leur amène du boulot. Et eux, il y a des choses qu'ils peuvent pas faire et qui nous renvoient également. Hein. Moi, j'ai eu déjà des contacts. Ben voilà, un client est venu me voir. Un tel est venu, enfin, m'a dit de venir vous rencontrer parce que pour lui, ça valait pas la peine de refaire une peinture. Un polissage suffisait et effectivement voilà, donc en fait on est complémentaires. Ensuite il y a un truc que j'ai entendu te dire et là je crois que ça je l'avais déjà dit dans une vidéo. Faut pas oublier parce qu'on entend également ouais mais pourquoi par exemple payer une facturation par exemple donc un polissage complet avec un traitement céramique dans les 2000 3000 euros par exemple hein. Bon je peux exagérer mais voilà on sait que ça peut monter à ces prix là quand on sait que par exemple on peut avoir une peinture complète pour le même prix. Eh ben, tout simplement, comme tu le disais, il y a des véhicules, et ça je l'avais déjà dit, hein, des véhicules qui coûtent très cher et que lorsqu'on va toucher à sa peinture d'origine, ou alors comme tu disais, hein, le cuir d'origine, etc., va perdre de la valeur. Et ça, c'est pour ça que certains propriétaires préfèrent passer par un detailer pour faire un polissage et un traitement céramique pour vraiment garder toute ce qui est l'originalité du véhicule si par la suite il veut le vendre et du coup le véhicule garde sa valeur et ça c'est vraiment un point que fallait vraiment voilà signaler hein, et que les gens soient bien conscients des choses. Pourquoi on facture aussi cher? Déjà il y a du temps de boulot à passer, hein, c'est du travail et certains clients préfèrent ce choix-là sur leur véhicule que d'emmener directement par exemple chez un carrossier peintre pour une complète. Ensuite Romaric, on Je va peux, je peux parler. revenir sur ce que tu viens de dire. Vas-y.
Je reviens sur ce que tu viens de dire par rapport à la peinture complète, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et ça, c'est important que j'éclaircisse ce point. C'est vraiment très important. Euh, Déjà, donc polissage, traitement céramique, oui, il y a certainement des fois où ça peut aller jusqu'à 2000, 2500 € sur des peintures très abîmées, sur des véhicules assez gros. Mais une peinture, ça ne vaut pas ce prix-là. Ce qui vaut ce prix-là, c'est, peut-être un voile de vernis, ce qui vaut ce prix-là souvent, c'est de la main à la main et ce qui vaut ce prix-là souvent, c'est sans aucun démontage. Donc en fait, on va masquer les joints, on va pas démonter les vitrages, et puis il y a plein d'éléments qui vont pas être démontés. Donc du coup, finalement, pour le même prix ou à peine plus, si, on écoute le discours de ces personnes que je respecte, il y a pas de souci, hein. On peut faire le lien, rapidement et voilà. Hem, Ce qui est important de dire, c'est que du coup, pour à peine plus que le prix du traitement céramique, on va se retrouver avec une peinture, qui va n vraiment pas être faite dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, des endroits où le vernis vient à fleur d'un joint. On va, se retrouver, avec une préparation qui est faite rapidement et surtout, on va se retrouver avec une peinture qui est absolument pas protégée en traitement céramique et qui va sûrement comporter des micro-rayures parce que le carrossier, derrière, il aura mis un coup de lustrage pour, poncer ses gratons, et c'est absolument pas son métier, donc il l'aura pas bien fait. Donc finalement, en fait, le raccourci est vraiment assez trop rapide à mon goût, parce que du coup, on se retrouve avec quelque chose qui n'est ni fait ni à faire et on se retrouve avec quelque chose qui sera jamais aussi propre qu'un polissage. Le polissage, il y aura pas de problème de vernis qui sera à fleur d'un joint, il y aura pas de problème de micro-rayures parce que justement, on fait ça pour les enlever et en plus, il y aura un traitement céramique qui aura été appliqué derrière. Maintenant, dernière chose sur le sujet, quand on regarde les tarifs pour vraiment faire une vraie peinture complète avec le démontage, des éléments qu'il y a besoin de démonter pour, avoir quelque chose de propre, on se rend compte que finalement on va plus être entre 6 000 pour certains et pour certains travaux, un peu plus complets, jusqu'à 12 à 15 000 €. Donc voilà et ça c'est du vrai travail, c'est-à-dire que c'est des carrossiers qui sont renommés, qui vont vraiment démonter toutes les pièces, le pare-brise, la lunette arrière, les vitres, les joints, et toutes les pièces, qui a besoin d'être démontées pour faire un vrai travail qui va durer dans le temps. Bon, Romaric, du coup, pareil, un sujet qui va intéresser encore une fois, qu'est-ce qu'un detailer a réellement le droit de faire? Je vais prendre l'exemple, et puis j'avais fait une vidéo pareil dessus, je vais revenir là-dessus, mais est-ce qu'on a le droit réellement d'utiliser une machine, donc une polisseuse, pour polir un véhicule, ou c'est uniquement réservé, par exemple, aux carrossiers peintres? Idem, est-ce qu'on a réellement le droit ou pas de démonter des jantes, démonter des sièges, etc. Donne-nous ta vision en tout cas des choses, comment tu le perçois. Bah, après, une polisseuse. Une polisseuse, il y a aucun texte de loi qui interdit, quelqu'un de tenir une polisseuse. On reste dans la loi à ce moment-là, parce qu'un carrossier peintre, lui, il va surtout être habilité à poncer, à faire de la tôlerie, à appliquer, des saints au fer, enfin du mastic, ce genre de choses. Hem Et puis surtout peindre, réaliser une peinture, avoir le matériel adéquat pour pouvoir, appliquer la peinture dans des bonnes conditions avec une cabine de peinture et tout ce qui s'ensuit. Donc, la polisseuse, c'est pas réservé aux carrossiers peintres, donc on peut tenir une polisseuse, puisque du coup, une polisseuse, oui, on peut faire des dégâts avec, certes, mais ça reste dans le cadre de la loi de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles légers non soumis à diplôme. Maintenant, pour ce qui est du démontage, je ne sais pas s'il y a vraiment des textes de loi qui interdisent, le démontage. Par contre, il y a une chose qui est vraiment sûre, c'est que en cas de problème, l'assurance, elle décline toute responsabilité. Donc on peut j'imagine, pour moi, en tout cas, j'ai jamais eu de soucis, on peut démonter tout ce qu'on veut. Par contre, faut pas compter sur son assurance en cas de problème. Donc à partir du moment où c'est bien fait, où on y va à tâtons, moi je démonte des choses tous les jours. S'il y a la moindre chose qui est cassée, c'est remplacé. S'il y a le moindre problème, c'est assumé. Donc voilà, hein, si on démonte des jantes,
effectivement, vaut mieux les remonter au couple constructeur avec une clé dynamométrique. Si on démonte et on remonte des sièges, vaut mieux ne pas perdre de vis et puis faire attention à bien débrancher la batterie avant de démonter. Toutes des choses, des précautions à prendre. Mais en tout cas, aux yeux de la loi, il me semble pas qu'il y ait un texte qui nous interdit de démonter quoi que ce soit. Par contre, au niveau des assurances, effectivement, il faut un diplôme de mécanicien ou de carrossier pour pouvoir prétendre à être assuré en cas de problème après un démontage. Oui, voilà. Ça, bon, c'est vrai que j'avais fait, moi, plus une vidéo un peu pour faire prendre conscience des choses, où j'avais dit qu'on n'avait pas le droit. C'est surtout, voilà, comme je dis, hein, c'est en cas de problème. Faut toujours être conscient de ça, hein. Même comme on peut faire hyper attention, monter les, par exemple, des jantes au couple et tout. Il faut juste être conscient que si, comme je disais, hein, le client sort de chez nous, perd une roue par X ou Y raison, ben c'est sur nous que ça va se retourner aussitôt. Et nous, là-dessus, les assurances, ils diront, ben nous, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, c'est bien ça qu'il faut garder à l'esprit. Bien évidemment qu'il y a énormément de detailers qui le font, qui démontent des sièges, qui démontent des jantes. Bon, ils prennent toutes les préconisations derrière, hein, pour tout remonter dans les règles de l'art. Mais même si la loi ne l'interdit pas, il faut garder à l'esprit qu'en cas de problème, ben, c'est pour votre pomme. Voilà, c'est juste ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit dans ce domaine. Après, il y a une petite astuce qui peut, bon, c'est absolument pas négatif ou c'est pas péjoratif, mais il y a une petite astuce qui peut être très intéressante, c'est le préciser dans ses conditions générales de vente que du coup on n'est pas habilité à démonter ce type de pièce, qu'on le propose quand même et qu'à partir du moment où le client signe le devis avec le démontage dessus, il est conscient que nous ne sommes pas habilités à faire ça et qu'en cas de problème, il ne peut pas se retourner contre nous. De toute façon, dans des conditions générales de vente et dans un devis, ça reste des contrats. Ça reste des contrats et quand on signe un contrat, et ben, c'est signé. Donc, c'est important aussi d'avoir, quand on est détailleur professionnel, des conditions générales de vente qui soient bien ficelées. Il n'y a pas besoin d'un avocat pour les rédiger, mais après, si vous voulez faire ça correctement, ben, ça peut être utile. Puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, bon, je sais que je vais peut-être pas parler à beaucoup de gens en parlant de ça, mais avec l'intelligence artificielle, il y a moyen de faire des sacrément belles choses au niveau de la législation. Donc, conditions générales de vente, on peut tout faire. C'est un contrat, donc voilà, il y a moyen aussi de se protéger de notre côté. Bon, Romaric, une question encore. Allez, qu'est-ce pour toi la différence entre un detailer et un laveur de voiture, tout simplement? Bah, le laveur de voiture, il va uniquement laver les voitures, ça va être du rapide, ça va être des prestations qui vont durer pour moi peut-être une demi-journée, une journée. On va éviter de démonter des pièces, donc on va vraiment pas aller nettoyer dans le détail, d'où le mot detailing. Puis après, au niveau de l'extérieur, effectivement, le laveur auto, il va plutôt se concentrer sur l'extérieur des jantes, c'est-à-dire l'aspect général du véhicule, l'extérieur des jantes, peut-être le moteur, et encore des fois non. Mais voilà, hein, un nettoyeur auto, il va faire en sorte que 99% des gens lambda trouvent ça très bien fait. Et le detailer, lui, en fait, il va se concentrer sur les 1% restants qui sont passionnés et qui veulent plus, en fait. Voilà, donc soit en démontant les sièges, soit en démontant les jantes, soit en ayant des brosses spéciales pour nettoyer à l'intérieur des jantes. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis également sur de l'embellissement par des techniques de rénovation telles qu'un spot repair sur de la peinture ou alors un spot repair sur du cuir ou carrément une reteinte d'une assise ou d'un boudin. Voilà selon moi la différence entre un nettoyeur auto. En tout cas, c'est la différence qu'il y a entre moi, mes deux entreprises, celle de nettoyage auto et celle de detailing. Oui, très exactement. Et du coup, ben, cette question-là va engendrer, enfin, on va passer au final sur la question suivante en termes de tarifs. Il est vrai que dans le milieu, on va dire du detailing, parce que maintenant tout le monde utilise le mot detailing pour vendre, hein, voilà, ça reste un mot commercial, et enfin surtout nous en France. On va parler tarifs, parce que c'est vrai qu'on voit de tout en termes de tarifs. Et ça peut être un peu blasant pour des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui sont ultra passionnés et ils disent voilà, moi j'estime mon temps de travail à temps, c'est une prestation que j'estime à 300, 500 euros, on parle de nettoyage ou voilà, mais mon concurrent à côté va faire enfin
sur le papier, il va faire la même chose à 150 euros. Donc c'est vrai qu'en termes de tarifs, c'est assez compliqué. T'en penses quoi de tout ça? Bah, c'est un vaste sujet qui est ultra intéressant. D'ailleurs, moi, c'est un de mes sujets préférés et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté French Detail School parce que justement, il y a un vrai problème là-dessus. Je pense que déjà, le premier point, le point principal, c'est vraiment un souci d'état d'esprit, de mindset. Les détailers qui vont se lancer et qui justement vont avoir conscience du vrai temps de travail, des prix qu'il faut appliquer pour pouvoir se payer convenablement et en vivre, ils se retrouvent face à quelque chose qui est très difficile pour eux et qui en a fait couler plus d'un, même beaucoup trop à mon goût. Et c'est de l'état d'esprit, c'est du mindset, c'est-à-dire que les prestations à côté, les prestations de leurs concurrents, enfin leurs concurrents entre guillemets, parce que moi justement j'ai tendance à prôner le fait que ce ne sont absolument pas leurs concurrents, étaient moins chers. Et en fait, le prix, c'est aussi du marketing. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui, on a tant de différences de prix, ça peut s'expliquer par 2 choses. La première chose, c'est juste que, ben, la personne, elle va carrément faire, beaucoup moins, que le concurrent plus cher. Soit la deuxième chose, ça va être le fait qu'en fait, son prix, elle a trouvé que ça comme marketing efficace pour trouver des clients. Et c'est le gros problème sur notre secteur d'activité, que ce soit le nettoyage auto ou le detailing, parce que c'est vrai que je fais les deux. Aujourd'hui, j'ai une activité de nettoyage auto avec un salarié et j'ai mon activité de detailing où c'est moi qui l'effectue à plein temps. Et moi, je n'ai jamais vu mes confrères ou mes concurrents avec des prix plus bas comme des menaces. Et je pense qu'à partir du moment où en fait on voit ces gens-là comme des menaces, et ben, c'est là qu'il y a un problème et c'est là que la gangrène elle commence. C'est voilà, ce ne sont absolument pas nos concurrents, ils touchent absolument pas les mêmes clients. Un client qui va payer 1 500 € ou 2 000 € pour un traitement céramique, un polissage, ça va pas être le même client qui va payer 300 € pour, potentiellement la même chose entre guillemets. Donc voilà déjà premièrement. Et puis, il y a un autre problème, c'est que on a des gens qui vont faire des polissages et des traitements céramiques pour 1 500-2 000 €, un tarif qui est correct pour faire tourner une entreprise, de detailing. Et potentiellement, on a à côté quelqu'un qui le fait pour 300 à 500 € et qui va faire la même chose. Mais réellement, hein, il va exactement faire le même travail, bon, il appliquera peut-être pas un traitement céramique où il y a besoin d'être accrédité, mais il va bien faire son travail. Sauf que du coup, il sera en fait moins payé. Et là, on est sur un problème de marketing. C'est-à-dire que vu que la plupart des détailers ou la plupart des nettoyeurs auto aujourd'hui ne sont pas des entrepreneurs, c'est pas des businessmen, hein, ce sont juste des gens lambda comme moi quand je me suis lancé dans ce business, comme toi quand tu t'es lancé dans ce business. Euh, et en fait, ils ont un petit peu comment dire, ce passé, soit de salariés, soit d'un bon, si c'était des entrepreneurs, ils auraient pas ce problème, mais surtout de salariés, soit de chômeurs peut-être. Il y a rien de négatif là-dedans. Moi, j'étais chômeur quand j'ai commencé, hein. J'étais au chômage, j'étais au Pôle emploi. D'ailleurs, je me suis fait aider par le Pôle emploi. C'était super et il faut le faire. Mais du coup, voilà, on a cette habitude et du coup, on a du mal à savoir comment trouver des clients. On n'a jamais fait ça et c'est vrai que du coup, les seules choses qu'on voit autour de nous, ça va être les réseaux sociaux et puis des prix ultra agressifs. Et puis aussi, surtout, on se pose la question: quel argent nous on mettrait pour faire ça? Puis quand on commence à dire à 1 000 €, 1 500 €, bah non, on commence à tousser un peu et à se dire, «Non, personne, n'achètera ça». Donc c'est une histoire d'état d'esprit, de mindset, de confiance en soi et de se dire, voilà, si, il y a des gens qui mettront cet argent, en fait. Ils existent et tout, mais c'est sûr qu'on va pas on va pas les attirer avec des tarifs à 10 € de l'heure et on va pas les attirer avec un marketing de réseaux sociaux, plutôt simpliste. Donc voilà, c'est assez difficile, en tout cas. Donc faut pas les blâmer parce que c'est quelque chose de difficile et voilà et aujourd'hui, c'est un sujet que je traite tous les jours.
Et c'est vrai que là-dessus, faut bien être conscient des choses, hein. La clientèle qui est prêt à payer 1500, enfin 1500, 2000 euros pour une rénovation complète, un traitement céramique, faut réussir à la choper, faut réussir aussi à vendre sa prestation. Et bien évidemment que la personne qui nous contacte avec, c'est pas pour être péjoratif, mais une Clio, une 206, etc., ce sera pas du tout des prestations pour lui. Donc c'est là qu'il faudra s'adapter par rapport également le budget du client, bien vendre sa prestation, lui faire comprendre certaines choses. Et c'est pas pour autant que c'est une Clio 3 ou une 206 qu'il faut faire quelque chose bas de gamme. Non, on peut faire quelque chose de très correct, mais en restant dans des budgets qui vont être acceptés par le client. Et tout ça, ça s'explique, ça se vend. Après, comme tu dis, tu as les réseaux qui font une entreprise maintenant fonctionne quand même beaucoup avec les réseaux, mais il y a aussi le bouche à l'oreille. Quand un client est satisfait, il va en parler autour de soi. Et tout ça, ça fait que à un moment, tu arrives à avoir un cercle dans ton entourage proche, à 10, 15, 20 km, 50 km, qui fait que ça va t'apporter de la clientèle. Moi, par exemple, ici où j'habite à ce jour, je suis entouré par les vignobles. Je pourrais facilement, bon, j'en vis pas parce que j'ai mon métier principal en cuisine, etc. Ça reste vraiment mon activité, une passion. J'ai YouTube qui me prend beaucoup de temps, donc je fais quand même quelques petits prestations bien sympathiques, mais j'ai l'avantage de pouvoir sélectionner mes prestations et celles que je fais en soi, c'est des choses qui vont me faire plaisir. Où je vais voilà, là par exemple dimanche, il y a un petit Macan Turbo qui rentre. C'est parce que c'est l'ami d'un copain à qui j'ai fait une 911 entièrement. Donc ça se vend, c'est une prestation, ça se vend. Il faut savoir à qui s'adresser également, enfin comment t'adresser à ton client en face. Et comme tu dis, il faut pas non plus désespérer parce que ah ouais, moi mon nettoyage, si je veux faire vraiment ce que je veux faire, c'est 180, 200 euros. Mais celui-là à côté, à 10 km, il fait ça pour 50 euros. Non, c'est pas comme ça, comme tu dis. Il peut faire peut-être du très bon travail, mais il faut savoir aussi si à la fin tu veux en vivre, combien tu estimes ton taux horaire quand tu as payé tes charges, tes assurances, tout ça. Qu'est-ce qui va te rester à la fin? Et tout ça va te donner ton tarif. Et donc on peut tous avoir des tarifs différents également en fonction des régions où on habite. La personne qui a un local sur Paris va pas payer le même prix son local sur Paris que celui-là qui habite au fin fond de la campagne. Donc il y a plein de choses comme ça aussi à prendre en compte. On a fait, on a fait avec French Detail School un petit fichier, un petit tableau de calcul des prix et on s'est rendu compte que finalement le local il changeait pas tant que ça le taux horaire en fait dans la méthode de calcul. Maintenant, c'est assez intéressant ce que tu disais. Tu parlais du bouche à oreille et le bouche à oreille, bah, c'est très lent, hein, c'est vraiment très lent. Et après, s'il y a des détailers pros qui nous écoutent et qui désespèrent parce que justement, ils ont du mal ils ont peur déjà des concurrents qui sont moins chers et ils ont du mal à facturer les prix qu'ils veulent. Il faut bien se dire que les gens qui facturent pas assez cher, au bout d'un moment, ils ont mal au dos, ils travaillent beaucoup et ils arrêtent. Voilà. Donc, et ça, c'est vérifié à 100%, hein. C'est vraiment à 100%. Au bout d'un moment, quand on gagne pas d'argent ou quand on en perd même, on finit par arrêter, hein. On en a vu beaucoup, enfin, moi perso, dans mes 10 ans de métier, j'ai vu beaucoup arriver, débarquer, casser les prix et avoir beaucoup de clients, mais au bout d'un moment, arrêter. Et puis, c'est le même discours de la part de tous les clients. Quand ils viennent, ils se disent, oui, je connaissais quelqu'un qui le faisait pour 2 fois moins cher et qu'on leur dit du coup mais pourquoi vous n'êtes pas allé le voir? Bah il a arrêté. Voilà, c'est la réponse à 100% de ces situations-là, c'est la réponse qu'on a. Donc faut vraiment pas s'inquiéter. Maintenant, c'est sûr que oui, les réseaux se développent beaucoup, mais c'est pareil, les réseaux, ça va être aussi très engorgé de gens qui justement pratiquent ces tarifs-là et qui justement vont nous faire de l'ombre. Donc c'est assez particulier le marketing, l'acquisition client dans le luxe, parce que finalement, en fait, on est dans le luxe, c'est assez particulier. Donc c'est des méthodes, c'est des choses à mettre en place et des choses que personne pense, enfin du moins la plupart des gens qui rentrent dans le detailing, vu qu'ils viennent d'un milieu où en fait justement on n'apprend pas à toucher des clients, à cibler, et du coup c'est vrai que je rencontre beaucoup d'élèves
qui aujourd'hui mettent beaucoup d'argent dans les publicités, qui n'ont aucun résultat parce que forcément les publicités sont absolument pas bien faites, qui mettent en place des sites internet qui se perdent ou alors qui appellent des sociétés de marketing et justement des webmasters qui leur font des sites web qui sont absolument pas optimisés pour de la conversion de clients et qui également ont des lacunes, des grosses lacunes sur les méthodes de vente d'une prestation haut de gamme et de luxe, du coup, pour le coup. Et là, je reviens sur un truc que tu as dit. Tu parles des personnes qui bradent les prix, hein, enfin qui bradent, qui font des prix plus bas pour essayer de choper plus de clientèle, donc qui vont bosser plus, voilà, pour penser qu'ils vont vivre mieux. Mais un truc qui est très intéressant, c'est qu'il faut pas oublier un truc, c'est que le detailing, c'est très physique. On se met souvent à genoux, les genoux travaillent énormément, les bras, les poignets, le dos, on se penche souvent. Et c'est vrai que ça faut pas oublier que lorsque tu vas faire du detailing à plein temps, en niveau physique, il faut être assez costaud quand même. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut faire attention. Donc forcément que si tu vends une prestation, par exemple 200 euros, alors oui, tu peux en faire 5 par semaine, hein, ok, tu auras gagné 1000 euros, mais tu auras fait 5 véhicules, donc tu auras fait 5 fois les mêmes mouvements en soi. Contrairement à si tu vends une seule prestation ou deux, eh ben, la charge physique est quand même plus faible. Donc forcément, dans le temps, tu es moins fatigué. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose, faut en revenir là-dessus. J'avais aimé quand Olivier Lamy en avait parlé dans une de ses vidéos. Et il avait dit, il fallait pas oublier, attention, les positions que vous mettez lorsque vous allez polir au bout du capot, vous allez vous mettre à quatre pattes pour travailler sur les bas de caisse. Faites toujours attention à la position que vous avez. Bah ouais, c'est juste primordial pour moi à prendre en compte. Et effectivement, encore une fois, je rencontre vraiment beaucoup de gens qui vont chez des professionnels et qui font 3 voitures ou 4 voitures à 50 euros, lorsque moi, avec ma société de nettoyage, on va faire une voiture le matin à 150 ou 200 euros, et puis une voiture l'après-midi à pareil, 150, 200, des fois 250. Quand lui aura gagné 150 à 200 euros la journée, ben nous, on l'aura fait en une demi-journée avec un véhicule de particulier. Donc, il y a plein de stratégies heu, qui sont vraiment bizarres. Je comprends pas. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile d'aller toucher des professionnels et de leur dire: «Bon, bah, je fais un nettoyage intérieur-extérieur à 50 €», que d'arriver à toucher le bon particulier qui va payer 150 à 200 euros pour nettoyer son véhicule. En tout cas, quand c'est fait, ben, c'est beaucoup moins de travail, plus de chiffre d'affaires et du coup, là, on est dans un vrai business model où, du coup, certains vont voir le fait peut-être qu'on gagne de l'argent comme quelque chose de négatif, mais moi, je vais voir plutôt le fait que notre client, s'il est satisfait de nous, l'année prochaine, quand il voudra nous rappeler, on sera là. On sera là et on pourra le satisfaire et il pourra avoir la même prestation qu'il a eue l'année d'avant. Contrairement à ceux qui viennent nous voir, ils nous disent: «Ouais, on avait moins cher avant». Bah, ouais, du coup, bah, rappelez-le. Bah, ouais, mais il exerce plus. Voilà. Pour moi, il est là le but. Le but n'est pas de gagner de l'argent, c'est pas le premier but. Le but, c'est de pouvoir en vivre, de pouvoir faire croître l'entreprise, avoir une croissance, pouvoir se former toujours, plus, également pouvoir, faire travailler quelqu'un, peut-être une personne, 2 personnes, pouvoir leur donner du boulot et un salaire. Et également le fait que mes clients, la plupart de mes clients puissent nous rappeler tous les ans et soient contents de nous retrouver au bout du fil pour s'occuper de leur véhicule, quoi. Bon, Romaric, on va quand même arriver un peu à la fin de cette vidéo. Un dernier sujet qui est aussi d'actualité, c'est l'inflation. Est-ce que tu penses, essaye de faire assez bref là-dessus, mais est-ce que tu penses que l'inflation est un danger pour notre domaine, le detailing, et l'esthétique hein, automobile en général? Bah, c'est assez intéressant comme sujet parce que du coup, l'inflation, en fait, c'est un danger pour toutes les activités en soi. Maintenant, ça va être un danger pour ceux qui pensent que c'est un danger, je pense. Pour moi, c'est pas un danger parce que du coup, on touche vraiment le luxe et il faut savoir que les gens qui sont capables de se payer du luxe, ils ont une éducation financière et quand on a une éducation financière, bah, du coup, l'inflation nous donne pas, forcément de fil à retordre dans la vie. Pareil pour le nettoyage auto, on va toucher des bourses élevées, des gens qui sont plutôt de la classe moyenne, qui peuvent se payer vraiment ces prix-là. Et puis pareil pour nous, hein, au niveau de l'inflation, les produits
le prix des produits. Bon, c'est vrai que l'année dernière, on a le plastique qui a augmenté d'à peu près 20 à 30%. Ça s'est ressenti sur les produits, mais en soi, quand on sait bien gérer et qu'on achète du gros conditionnement et des produits vraiment professionnels, et ben, ça roule tout seul. Maintenant, moi, j'ai rien ressenti. Mais effectivement, ça peut en couler certains et ça peut aussi faire des problèmes pour d'autres. Mais je pense que l'inflation, pour terminer, pour faire rapide, je pense que l'inflation, elle touche surtout les gens qui sont beaucoup moins aisés et du coup, les nettoyeurs auto et les détailers qui touchent les gens les moins aisés, c'est ceux qui ont des prix bas. Donc voilà, et je finirai par ça. Bon, super. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo alors sera peut-être peu longue, hein, un peu longue pour certains, mais je pense que voilà, elle va être assez complète, elle va être très intéressante. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur d'inviter un invité, un spécial comme Romaric, pour discuter et aborder des sujets principaux sur le detailing. On a essayé de faire hein, tout ce qui est principal dans le domaine. Alors bien évidemment, on peut pas tout aborder. Si jamais hein, cette vidéo, par exemple, vous plaît, vous a plu, faudra pas hésiter à nous le faire savoir parce que ça peut nous donner des idées hein, à en refaire une autre sur des sujets plus atypiques. En tout cas, Romaric, moi je te remercie énormément. Si vous souhaitez le suivre, je vous mettrai dans la description tous les liens, que ce soit TikTok, Discord, etc. Vous allez voir si vous avez des questions, vous voulez apprendre des choses, vous voulez progresser, ça peut être vraiment une des personnes en tout cas à suivre. Donc Romaric, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous, on garde contact ensemble comme d'hab. Hein, et puis, en tout cas, je te laisse faire un petit au revoir à la communauté. Et moi, pour tous les autres, n'hésitez pas à liker. Si tu as des questions, c'est en commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner hein, que ce soit moi, que ce soit Romaric. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour nous donner de la force. Voilà, ça nous donne du moral, le mindset. Voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt. Je te laisse conclure Romaric et puis allez, salut. Eh ben, écoute, Mike, merci à toi. Merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne, d'avoir pensé à moi. Et puis, bonjour à toute ta communauté. C'était un très, très bel échange. J'espère que ça les a beaucoup aidés. Et puis, s'ils veulent me retrouver sur mes réseaux ou sur mes liens, ce sera avec grand plaisir.